Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet, ma foi, tout à fait intéressant. Je suis Frédéric Cavazza, ça fait 25 ans que je travaille dans le numérique. En 25 ans, j'en ai vu des innovations disruptives, des promesses et ainsi de suite. Mais alors, je peux vous garantir qu'avec l'IA générative, là, on atteint carrément des sommets. Parce qu'effectivement, on a un tel niveau aujourd'hui de hype que ça éclipse tous les autres sujets. Donc, il y a encore 6 mois, on nous parlait de Web3, de métavers, de tout un tas de choses. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On ne parle plus que des IA génératives. À croire qu'effectivement, on est sur un sujet qui éclipse tous les autres, tellement son potentiel est gigantesque. Oui, il y a un réel potentiel. Oui, il y a eu des avancées technologiques qui sont évidentes. En revanche, je pense qu'on a atteint le pic des attentes exagérées et que maintenant est le bon timing pour pouvoir prendre un petit peu de recul et commencer à questionner cette espèce d'enthousiasme sans aucune réserve. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a pu toucher du doigt les capacités, notamment des modèles génératifs, à pouvoir nous générer du texte et des images. En revanche, à quoi est-ce que tout ça a servi concrètement ? À qui potentiellement ça peut servir à court terme? Là, effectivement, ça commence à faire peur. Parce que regardez, ne serait-ce que sur le mois dernier, ces 3 photos qui ont été utilisées dans les médias, on se dit que potentiellement, quand le modèle sera largement déployé et surtout largement maîtrisé par les bonnes ou les mauvaises personnes, qu'est-ce que tout ceci va bien pouvoir donner ? On s'émerveille également de cette formidable idée que sont les chatbots, voire les assistants numériques. Pour moi, les chatbots, ça fait 20 ans que ça existe. Il suffisait de regarder en fait en bas des pages des sites web, on cliquait, et notamment sur le site de la SNCF, par exemple. Enfin, ça fait 20 ans qu'on a un chatbot. Peut-être qu'il n'est pas aussi performant, en tout cas, c'est pas tout neuf. Pareil pour les assistants numériques. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on avait Alexa, on avait Siri, on avait le Google Assistant, on avait Cortana chez Microsoft. Donc, on en avait un certain nombre. C'est quand même amusant de voir que dans le textile, la mode est un éternel recommencement. Peut-être que dans le numérique aussi, on a cet éternel recommencement et on s'émerveille pour des choses qui existaient déjà il y a 10 ou 20 ans. Ce qui est certain, c'est que tous les ans, on nous annonce une révolution disruptive. Cette année, c'est les IA génératives. L'an dernier, c'était le métavers. L'année d'avant, c'était le Web3. Avant, c'était le no-code, l'informatique quantique et ainsi de suite. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, il y a un réel potentiel, on est face à une accélération de l'innovation qui est palpable, qui est réelle. Je pense néanmoins que c'est le bon moment pour se questionner, pour essayer de prendre du recul, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. À commencer par, on va essayer de faire le tri dans tout ce qui est mythe et généralité. Première chose, ChatGPT est le produit grand public qui a eu l'adoption la plus rapide dans l'histoire du numérique. C'est faux. On nous parle de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Déjà, d'une part, c'est 100 millions de visiteurs sur le site web. D'une part. D'autre part, je vous rappelle que Pokémon Go, les 100 millions d'utilisateurs, ils l'ont fait en 3 semaines. Donc, première chose, on a la mémoire courte. Deuxième chose, on nous dit que c'est la plus grande invention, la plus grande innovation depuis l'invention de l'informatique. Alors attention, parce que l'informatique, elle remonte quand même. On est sur 80 ans d'évolution et de recherche et développement, rien que sur l'intelligence artificielle. Donc effectivement, même si aujourd'hui, je ne dis pas le contraire, oui, l'innovation, elle est palpable, on a sur une vraie accélération des nouveautés, il n'empêche que ces IA génératives ne sont que la dernière étape d'une longue course d'innovation qu'il ne faut pas oublier. On nous dit aussi que ce GPT-4, puisque maintenant on en est à la 4e version, il est sur un niveau de pertinence incroyable, tellement incroyable qu'il peut passer tous les examens d'avocats, les examens de médecins, les examens de culture générale. Ce qu'on nous ne dit pas, c'est qu'en fait, il a été entraîné sur la base des annales aux examens. Donc, prenez n'importe quel étudiant, allez lui faire passer les tests avec les annales en poche, à moins qu'il soit vraiment pas doué, je sais qu'il y en a, c'est pas la question, il va avoir quand même beaucoup plus de facilité pour réussir ces fameux examens. On nous dit aussi
que ce coup-ci, les IA génératifs, c'est la vraie révolution, que ça va remplacer des centaines de millions d'emplois, que ça a déjà commencé d'ailleurs, puisque un quart des sociétés qui l'ont utilisé, ChatGPT, elles ont commencé à licencier. Je vous rappelle qu'il y a 6 ou 7 ans déjà, on nous faisait ces mêmes promesses et ces mêmes projections, qu'on nous disait « Oh là là, avec le deep learning, c'est incroyable, on va licencier à tour de bras ». Effectivement, le deep learning, le machine learning a amené des choses tout à fait intéressantes. Néanmoins, les projections étaient peut-être un petit peu trop optimistes à l'époque, d'une part. D'autre part, si on regarde vraiment dans le détail quel type d'employés ont été effectivement remerciés parce qu'ils ont été remplacés par ChatGPT, c'est tout simplement en fait des humains à qui on demandait de faire le travail de machine, donc avec des productions à très faible valeur ajoutée. Donc là, c'est pas la machine qui remplace l'humain, c'est la machine qui récupère son propre rôle. Il se trouve que le poste était occupé jusqu'à présent par un humain. Donc comme toujours, je vous invite à aller vérifier la source, je vous invite à aller lire entre les lignes pour essayer de relativiser tout ce qu'on nous annonce. Qu'est-ce qu'on nous annonce également? Que ces IA génératives vont générer un nouvel âge d'or, qu'il va y avoir une centaine, des milliers de startups qui vont pouvoir arriver sur le marché, que ça va permettre de rebattre les cartes. Ça va rien rebattre du tout. Regardez déjà qui est positionné. Tous les grands acteurs de l'informatique aujourd'hui, ils ont déjà assimilé ChatGPT. Donc, il n'y aura pas de remaniement. Ne rêvez pas. Ils ont été aussi rapides que les startups et ils ne se laisseront en aucun cas coiffer au poteau. Qu'est-ce qu'on nous annonce aussi? Ah oui, celle-là, je l'aime bien. Qu'avec les IA génératives, Google, c'est fini, il est mort et enterré, que les gens, maintenant, ils préfèrent parler à un chatbot, avoir des réponses directes. Écoutez, je vous rappelle que déjà en 2010, on a essayé. On avait un moteur qui s'appelait Quickie. Vous lui posiez une question, il vous formulait une réponse sous forme de film avec, on va dire, des résultats qui étaient dictés. Alors, ce n'était pas aussi pertinent que maintenant. Il n'empêche que ce qu'on peut apprendre de tout ça, c'est que les utilisateurs, les internautes, ils ont des habitudes et que ces habitudes, elles sont dures à changer. D'autant plus si les réponses sont fausses. D'autant plus si on a un ChatGPT qui se prend pour un expert en Égypte ancienne, voilà, et qui prétend pouvoir traduire des hiéroglyphes alors qu'il raconte n'importe quoi. Donc peut-être qu'il faut se détendre par rapport à toutes ces promesses, parce qu'effectivement, il y a encore une fois un petit peu d'abus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vague d'engouement qui est absolument gigantesque et qu'aujourd'hui, personne n'y résiste. Donc on est dans une dynamique du marché où tout le monde se doit de dire que oui, effectivement, ChatGPT, c'est la révolution. La preuve, nous aussi, on en fait et ça nous permet d'être meilleurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un petit peu mal au cœur quand même. J'ai mal au cœur pour Salesforce ou pour Adobe, entre autres, qui ont intégré les intelligences artificielles depuis des années, depuis 2016 déjà, ils proposent de l'intelligence artificielle. Néanmoins, en 2023, ils se sentent obligés de dire « Ah, mais nous aussi, on fait du ChatGPT ». Et hop, on met à la poubelle tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ça fait mal au cœur parce qu'ils étaient pionniers dans ce domaine, mais pour moi, ça n'est que le reflet de cette espèce d'hystérie collective autour de ce ChatGPT. Maintenant qu'on a dit ça, où est-ce qu'on va? Je pense qu'il y a plusieurs analogies possibles à faire pour essayer d'anticiper les prochaines étapes. La première, c'est un scénario du type banalisation progressive que l'on a déjà connu, par exemple, avec les correcteurs orthographiques. À une époque, c'était une innovation, donc il y a très longtemps. Waouh, génial, on arrive à corriger l'orthographe. Puis, ça a été packagé sous forme de logiciels qui ont été vendus. Puis, ça a été des fonctionnalités qui ont été intégrées dans des logiciels. Puis, c'est devenu un prérequis auquel on ne fait même plus attention. Ce qui est le cas aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui la vitesse d'adoption de ChatGPT dans les offres des uns et des autres, notamment là, par exemple, c'est dans Canva, on se dit que potentiellement, dans 6 mois, on le retrouvera partout et que ça sera plus différenciant. Premier scénario, la banalisation. Deuxième scénario, l'enlisement dans des considérations technico-commerciales, éthiques et ainsi de suite. Un petit peu comme ça a été le cas avec l'impression 3D.
À l'époque où les premières imprimantes 3D ont commencé à sortir, donc pour moins de 2000 €, on pouvait s'acheter une imprimante 3D, on nous disait que ça allait être la révolution comme jamais on l'avait connue. On nous disait notamment, mais pourquoi aller payer 30 balles pour des figurines alors que je peux les imprimer moi-même? Bah non, ne faites pas ça, il y a une propriété intellectuelle et vous n'avez pas le droit. Pourquoi est-ce que j'irais payer 150 balles pour faire réparer ma machine à laver alors que je peux imprimer moi-même les pièces et la réparer tout seul comme un grand? Faites ça et vous perdez votre garantie constructeur. Et au passage, n'imprimez pas d'armes, s'il vous plaît, sinon votre machine va se bloquer et puis vous allez recevoir la visite des policiers. Donc ça, pour moi, ça illustre une innovation technologique qui est évidente, qui est palpable, puisque l'impression 3D, depuis cette époque, a fait des progrès spectaculaires. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elle se heurte à des complications de nature, on va dire, commerciale, juridique et éthique. Et c'est exactement ce qu'on est en train aujourd'hui d'apercevoir avec les modèles génératifs, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop vite en besogne? Est-ce que finalement cette histoire de données d'entraînement sur lequel il y a un vide juridique, est-ce qu'on avait le droit d'entraîner un modèle avec toutes ces données? Est-ce qu'on peut laisser le modèle fournir des réponses alors qu'on sait qu'il n'est pas tout à fait fiable? Est-ce qu'on peut le laisser raconter tout et n'importe quoi? Voilà. Aujourd'hui, on commence à se poser des questions et on voit que l'adoption ne sera pas si rapide que ça. On nous dit également que, mais aujourd'hui, c'est GPT-4. Effectivement, il est un petit peu limité parce qu'on son modèle, il a été entraîné avec des données qui remontent à 2022, pas au-delà. Mais, grâce au plugin, tout ce qu'il ne sait pas, il peut aller le chercher et il va le chercher directement au cœur du système d'information des services déjà disponibles. On a aujourd'hui des plugins qui permettent d'étendre les capacités de GPT, notamment chez Expedia, chez OpenTable, chez Instacart et ainsi de suite. Parlez-en à votre DSI, s'il vous plaît, avant de vous lancer. Parlez-en également à votre responsable de la sécurité. Parlez-en à votre DPO. Sinon, vous allez avoir quand même des mauvaises surprises. Je ne sais pas pour vous, mais je préférerais appliquer quand même un principe de précaution par rapport à ça, parce que qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout pourrait mal tourner, enfin, ça ne va pas la tête? On ne va pas le laisser faire ça. Essayez de résister à cette tentation de vous précipiter, tout ça parce qu'il ne faut pas être en retard, parce que c'est une vraie machine, une locomotive lancée, lancée on ne sait pas où, mais un petit peu de retenue par rapport à tout ça. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a du potentiel, oui, il y a une innovation qui est palpable, oui, effectivement, on va faire des choses formidables avec tout ça. Par contre, prenons un petit peu de recul, essayons d'apprendre des précédentes innovations que l'on nous annonçait comme spectaculaires et fulgurantes. Regardez les véhicules autonomes. On nous disait, oh là là, vous verrez en 2025, on aura atteint le niveau 5, toutes les voitures seront autonomes. Non, aujourd'hui on est bloqué au stade 3 et je ne pense pas qu'on va aller dans les prochaines années au stade 4 parce qu'il y a des problématiques, encore une fois, juridiques et éthiques. On nous avait promis également la révolution avec Starlink. Oh là là, tout le monde peut monter son propre système de communication. Vous allez voir, ça va libérer les peuples. Ça a surtout libéré les trafiquants sud-colombiens. Voilà, ça leur a permis de s'organiser dans la jungle colombienne et à esquiver les raids de la police. On nous avait dit également... Vous allez voir, avec les interfaces neuronaux directes, on va pouvoir contrôler les ordinateurs avec la pensée. Et regardez ces singes, ils arrivent à contrôler les ordinateurs. Ils sont morts, d'accord? Sur une vingtaine de singes, il y en a 17 qui sont malheureusement décédés parce qu'ils ont eu une infection des cathodes et on n'a pas réussi à... Bon, bref, vous avez compris. Je pense qu'il faut apprendre des précédentes innovations de rupture que l'on nous prédisait comme fulgurantes et adopter une posture un petit peu plus de recul, d'observation, d'anticipation des difficultés qu'on va rencontrer, sinon on va au-devant quand même de problématiques. Ce qui est surtout intéressant pour moi, je pense, dans un premier temps, c'est d'essayer de se poser la question, mais quel est le problème qu'on essaye de résoudre? Parce que j'ai vu des démonstrations tout à fait intéressantes avec ChatGPT et avec d'autres. Par contre, encore une fois, quel est le problème qu'on essaye de résoudre? On nous dit, par exemple, vous allez voir, avec les modèles génératifs, on va pouvoir générer des contenus.
Donc on va remplacer les rédacteurs, on va pouvoir générer également des textes juridiques, on va remplacer les juristes. Ah bon? Pour moi, ça fait 15 ans qu'on le fait, mais ok, on n'a qu'à dire que c'est la révolution. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, dans la Silicon Valley, il y a un laboratoire de recherche qui... Non, en France, on a une société comme Syllab, ça fait 15 ans qu'elle fait de la génération d'annonces immobilières ou d'annonces automobiles. Je ne suis pas en train de vous parler de « Oh là là, en Chine, ils font des choses incroyables ». Non, en France, une société comme Doctrine, par exemple, ça fait plusieurs années qu'ils sont capables de faire des analyses d'argumentaire juridique et de générer un squelette de réponse, donc de contre-argumentaire. Et eux, ils n'ont pas attendu de ChatGPT. Donc c'est des choses qui existent déjà. On nous dit également, grâce au modèle génératif, on va pouvoir rédiger des emails. Ok, très bien. Je pensais qu'on avait trop d'emails à lire. Comment se fait-il que plus personne ne parle d'infobésité? Est-ce que vous pensez que plus d'emails va changer la donne? Ça va régler nos problèmes? Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas moins d'emails? C'est une question que je pose. On nous dit aussi « Ah, mais regardez, on a des données de vente dans une grille Excel, ChatGPT nous permet d'analyser ces données de vente. » Pop, 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 pop. Vos données de vente, à vous, elles sont dans des grilles Excel? Vous n'avez pas de RP? Vous ne faites pas de business intelligence? On est où, là? On est en 1990? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi, je suis extrêmement surpris par cette vision très rétrograde de l'informatique où, comme dans une PME, tiens, vas-y, tu as des données de vente, fais-moi un tableau, on va se l'envoyer par email. Excusez-moi, mais là, j'ai raté une étape, ou alors on est revenu en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas comme ça qu'on travaille dans les grandes entreprises, enfin. Mais bon, moi je suis le sceptique de service, donc excusez-moi, on m'a demandé ce soir de faire le sceptique, donc je me prête à l'exercice. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Que grâce à ChatGPT, il suffira de lui dire ce qu'on veut et qu'elle va nous générer un site web. Excusez-moi, mais concevoir un site web, c'est un métier, d'accord? Donc c'est pareil, toutes ces solutions de no-code et de low-code, qu'est-ce qu'on en fait? On fait comme si ça n'existe pas? Toutes ces librairies qui permettent de gagner du temps parce qu'on va faire de la cuisine d'assemblage, donc on va récupérer des bouts de code qui sont déjà tout prêts pour diviser par 5 les temps de développement. On fait comme si ça n'existait pas. Donc là, moi, quand même, j'ai un petit peu de mal avec cette espèce de raz-de-marée d'enthousiasme. On essaye de réinventer la roue. C'est quand même super surprenant tout ça. Bref, comme à une époque pas si lointaine avec le Web 3 et la blockchain, où on nous présentait la blockchain comme une solution miracle à quasiment tous les problèmes, aujourd'hui, on nous ressort le ChatGPT comme étant la solution qui va résoudre tous vos problèmes sans chercher à vraiment définir ces problèmes en question. Donc, encore une fois, je me prête à l'exercice critique pour essayer d'avoir un petit peu de recul par rapport à cette hystérie autour de ChatGPT. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir correctement appréhender ces IA génératives et pouvoir en tirer le meilleur parti? Dans un premier temps, il va falloir rassurer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en entreprise, on a une transformation numérique qui est quasiment à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on se heurte à une résistance passive qui est certaine et évidente. Donc des salariés qui aujourd'hui vous disent, le commerce en ligne, oui, mais... Alors, si en plus vous leur dites « Ah mais non, mais tout ça c'est fini parce que maintenant c'est ChatGPT », vous allez voir ce que vous allez voir, il ne va pas se passer grand-chose. Tout simplement parce que cette résistance passive qui existe, qui est réelle, on ne l'a toujours pas traitée. Donc ça, c'est la première étape évidente. Essayez aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on en est dans la transformation numérique et surtout où en sont chaque collaborateur dans leur appréhension de cette transformation numérique. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils vont y participer? Nous avons ensuite cette histoire d'entraîner le modèle ou de moins d'affiner le modèle. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été présenté par la personne de Microsoft avant.
Dans un avenir proche, chaque entreprise aura son propre modèle, du moins récupérera un modèle pré-entraîné et l'affinera avec les propres données de l'entreprise, à condition que ces données, elles soient là, elles soient disponibles. Donc peut-être que dans un second temps, on va s'assurer de pouvoir rassembler toutes les connaissances, toutes les données pour pouvoir les mettre à disposition des bonnes personnes qui vont procéder à l'affinage du modèle. Et ça, on n'y est pas encore. La troisième étape, ça va être de dire, une fois qu'on aura un modèle affiné, on va essayer de s'en servir pour pouvoir améliorer les performances de l'entreprise, notamment pouvoir faire des suggestions sur comment est-ce qu'on va pouvoir mieux travailler. Peut-être que pour ça, il faudrait savoir déjà comment on travaille. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les processus ont été cartographiés? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les référentiels métiers sont à jour? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une ontologie de toutes les informations, de toutes les unités de travail qui existent dans l'entreprise? Je ne suis pas certain. Pourtant, on va en avoir besoin. Et enfin, et ça, c'est pas rien, au passage, on a oublié que on était en Europe et qu'on a un régulateur aujourd'hui qui se soucie de sa souveraineté numérique. On a également des activistes qui se soucient de l'impact écologique du numérique. Donc peut-être qu'il va falloir également se poser la question de est-ce qu'on est raccord avec les travaux qui sont en cours aujourd'hui à Bruxelles, et surtout, est-ce que tout ça va être compatible avec les engagements RSE qu'il y a forcément dans votre entreprise. Bref, tout ça pour dire que on est d'accord, les progrès sont spectaculaires, c'est palpable, on arrive à faire des démonstrations formidables, on est à la veille de quelque chose d'énorme. Oui, mais on nous l'avait dit déjà avec le big data. C'est un grand oui, mais il y a des conditions. Donc le oui est encore plus grand, mais les conditions sont également encore plus grandes. Ne vous leurrez pas, ChatGPT ou un autre, il ne fera pas de la magie. Il y a tout un travail préparatoire à faire pour pouvoir libérer son plein potentiel et personne ne pourra esquiver ce travail préparatoire. D'accord ? Tout ça pour dire que, et je terminerai là-dessus, oui, les modèles génératifs et les intelligences artificielles ont une capacité, on va dire, un potentiel disruptif qui est gigantesque. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça sert aux étudiants, effectivement, à faire leurs devoirs, à gruger les examens. Donc, peut-être qu'au final, on n'était pas forcément prêts. Peut-être qu'il faut se poser des questions un petit peu plus profondes sur « mais à quoi ça va nous servir ?» D'autant plus que je vous rappelle que nous avons un énorme problème de fracture numérique. Je vous rappelle que seul un tiers des salariés en France déclarent avoir été formés aux outils numériques. Je vous rappelle que seuls 2 tiers des citoyens se sentent compétents pour faire des choses élémentaires. Ça veut dire qu'un tiers ne l'est pas. Et vous voulez leur donner ChatGPT entre les mains? Et vous pensez que ça va bien se passer? Non, ça va mal se passer. Vraiment, ce qu'il nous faut, et je terminerai là-dessus, c'est essayer de prendre un petit peu de recul avec ça, de se poser les bonnes questions, éventuellement de faire, pourquoi pas, une concertation citoyenne autour de dans quelle société est-ce qu'on se dirige. Le Japon l'a fait depuis 2019 avec le projet Japan 5.0. La France également l'a fait dès 2022 avec son programme Société numérique. Je ne sais pas où en est le programme, en tout cas ça serait intéressant de le relancer parce que là vraiment on est sur quelque chose de, on va dire, de très puissant. Encore faut-il savoir comment le manier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions. C'est indispensable de prendre le contre-pied et d'embrasser un point de vue différent de ce qu'on a pu entendre. C'est aussi toute la raison d'être du DIMS et de l'IT Paris 2023. Et je vais également prendre le contre-pied, mais quelques instants, parce qu'on va basculer rapidement sur la table ronde. Restez avec moi, Frédéric, restez avec moi. Je prends le contre-pied. Ah, vous n'étiez pas au courant des consignes que l'on vous a données. Avez-vous des questions à peut-être poser à Frédéric? Rapidement, on prend une ou deux pour basculer par la suite du côté de la table ronde. Il n'y a pas de questions. Je vous propose de basculer tout de suite maintenant. Frédéric, oui, allez-y. J'espère que vous ne vous méprenez pas sur mon propos. Encore une fois, j'ai pris le contre-pied de cette immense vague d'enthousiasme. Simplement, je vous dis, voilà, avec cette histoire d'IA générative, on est sur quelque chose de très puissant, mais bon, comme on le dit, des grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités.
Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que je balisais un peu plus les propos pour bien contextualiser également cette prise de parole. Merci infiniment à vous, Frédéric Cavazza, rappelons-le, directeur général et cofondateur de Cisc.